Bonjour mes amis, nous voilà pour une nouvelle émission. Remettons les pendules à l'heure avec pour titre Sortir de l'impasse de l'élection présidentielle 2022. Cette impasse est celle qui nous conduira à la réélection d'Emmanuel Macron. En effet, alors qu'Emmanuel Macron a accompagné la ruine de la France et son démantèlement par l'insécurité migratoire, et nous enferme dans une société à la chinoise depuis la crise Covid, dont il y aurait beaucoup à dire, il apparaît plus que probable que si rien ne change, il sera reconduit en 2022, tout simplement parce que pour la seconde fois, le vote contre de son adversaire au deuxième tour lui donnera la victoire finale, comme en 2017. La raison étant que Marine Le Pen et Éric Zemmour, bien que chassant sur les mêmes terres, se partagent les voix de l'opposition la plus large à Emmanuel Macron. Bien sûr, Marion Maréchal, tout comme son grand-père Jean-Marie Le Pen, appelle à une seule candidature en fonction du mieux placé des deux dans les sondages. Mais je ne suis pas sûre que l'un s'effacera au profit de l'autre, ni même que cela assurera la victoire face à un Emmanuel Macron récoltant les voix et de la gauche et du LR. Or, je vous le dis, mes amis, nous sommes tous dans un même bateau, le bateau France. Et ce bateau est aux prises avec une terrible tempête. Il nous faut un bon capitaine, une équipe soudée et une nation qui retrouve courage dans la confiance en son capitaine pour la sortir de ce piège mortel. Malheureusement, je crains que Marine n'ait pas la confiance d'un assez grand nombre et qu'Éric Zemmour soit un homme du passé. Certes, résolu à mettre fin à une immigration invasive, et sans doute sa détermination est une bonne chose à mettre dans la balance, un homme intelligent qui, je l'espère, saura bien s'entourer. Mais je crains qu'il manque d'une vision d'avenir, d'une pratique d'élu de la nation, lui permettant d'appréhender les enjeux de survie auxquels l'humanité va se trouver confrontée, et que bien des femmes françaises n'apprécient pas son mépris pour leur émancipation. En cela, je vous invite à vous reporter à son débat avec Michel Onfray, qui, lui, au sein d'un gouvernement, pourrait avoir un rôle de sage conseil présidentiel. Certains disent qu'Éric Zemmour, à juste titre, je pense, qu'il est un personnage trop clivant. Bien que ce genre de personnage soit indispensable pour approfondir une réflexion, un débat. Alors, qui choisir ? Eh bien, mes amis, je conseille de faire ce qu'un Éric Zemmour pourrait aussi vous conseiller. Recherchons dans notre histoire une situation semblable et voyons si par le même stratagème, nous pourrions trouver le moyen de sortir de cette impasse. Je vous propose donc d'examiner avec quelle sagesse les grands du royaume des Francs, car à cette époque le mot France n'existait pas, après la période trouble qui marque la fin de la dynastie carolingienne, élu roi, Hugues Capet avec le soutien de l'Église sous le nom de Hugues Ier de la dynastie capétienne qui durera sans interruption jusqu'à 1792, soit plus de 1000 ans, et se terminera par la condamnation à mort de Louis XVI, puis à nouveau apparaîtra donc de la Restauration en 1814 jusqu'à Louis-Philippe en 1848. Je dis bien élu roi Hugues Capet. Je vais donc vous rappeler cette période de notre histoire. Le 1er juillet 987. Exaspéré par la faiblesse des héritiers de Charlemagne, tout comme les Français actuels sont exaspérés par celle des derniers présidents, les principaux seigneurs de Francie occidentale, à peu près la France actuelle, couronnent roi par élection Hugues Capet, comte de Paris, qui devient roi des Francs à 47 ans. C'est un seigneur respecté, mais certes pas le plus puissant de tous. Sa dynastie durera plus de 1000 ans, et on peut dire que son élection marque la vraie naissance de la France. Hugues Ier et ses descendants
arrondissent leur domaine royal à la manière modeste et tenace des paysans, bien plus par les alliances matrimoniales que par les guerres. Les premières générations de Capétiens se soumettent à la règle féodale de l'élection, mais ont soin de faire élire de leur vivant leur fils aîné. Les grands du royaume se prêtent de bon gré à la manœuvre. La relative faiblesse du Capet face à de puissants vassaux est paradoxalement un atout pour son élection par les autres grandes familles, ces derniers voyant en lui un médiateur plutôt qu'un dictateur d'une royauté qui pourrait devenir absolue. Cela, et c'est ce qui se passera d'ailleurs ultérieurement, cela l'incitera, ainsi que ses descendants, bien plus à la diplomatie qu'à la guerre, et, avec le soutien de l'Église, à s'unir sous l'autorité de cette dynastie tous les grands du royaume qui deviendra la France. Hugues Capet, ainsi, s'entourera des principaux évêques, se rapprochera de l'aristocratie, en s'alliant avec les grands du royaume comme le duc de Normandie et le comte d'Anjou. La Francia occidentalis deviendra la France en se séparant définitivement du Saint-Empire romain et germanique. Cette dynastie régnera sans interruption pendant plus de 1000 ans, jusqu'à la Révolution française et la mort de Louis XVI en 1792. Or, face à la situation actuelle, où l'Europe apparaît comme assiégée et la France menacée de décomposition pouvant mener à la guerre civile, c'est la stabilité politique dont nous avons besoin, une stabilité non pas imposée mais reposant sur une confiance retrouvée dans un pouvoir répondant aux aspirations légitimes de la nation, à savoir la sécurité, une dynamique économique restaurée, une laïcité respectée par tous. Cette stabilité, ce n'est pas la bataille électorale des petites phrases tweetées qui nous la rendra, ni la division de ceux qui pourtant se réclament tous de Gaulle, reprennent à leur compte le combat contre l'immigration mené jadis par Jean-Marie Le Pen, même si certains furent parmi ses plus sévères détracteurs. Or, je vous ai rappelé les conditions de naissance de la nation française, avec l'élection du Seigneur par ses pairs, qui n'étaient pas parmi les plus puissants. C'est pour vous faire comprendre quelles conditions similaires pourraient amener à une renaissance de la nation française. Ce n'est peut-être pas l'un des deux adversaires les plus électoralement menaçants pour Emmanuel Macron, Marine ou Zemmour, qui permettra de le battre à la présidentielle 2022. Mais le plus rassembleur capable de fédérer les électeurs de Marine et ceux de Zemmour pour faire face aux ennemis de la France de l'intérieur comme de l'extérieur. Je vous engage d'ailleurs à écouter ma vidéo prochaine qui traitera de géopolitique et de la situation à la frontière polonaise. C'est donc avec un troisième candidat que les chances de porter au pouvoir un homme à la fois rassembleur et sauveur de la France, tant sur le plan identitaire que sur le plan économique, seront les plus grandes. Et, à savoir, en ce qui me concerne tout du moins, je vois Nicolas Dupont-Aignan. Je le pense capable à la fois d'inspirer confiance aux électeurs des deux candidats cités ci-dessus. Il a sans doute aussi des amis dans le camp LR et son curriculum vitae montre qu'il est un homme d'État. Pour les détails, reportez-vous à Nicolas Dupont-Aignan, Wikipédia. Énarque, maire, sous-préfet en Île-de-France en 1990, député de l'Essonne pendant 24 ans et membre de la commission des affaires étrangères. D'autre part, sa profession
administrateur civil le prédispose tout à fait à la fonction de président de la République, nécessitant un talent de médiateur au sein d'une mouvance identitaire divisée. En effet, les administrateurs civils ont une vocation interministérielle. Pour réaliser cette union sacrée, le meilleur moyen serait à mes yeux d'annoncer d'emblée aux Français la composition de son gouvernement. Un membre du LR comme Premier ministre, en qui Nicolas Dupont-Aignan aurait entièrement confiance, Marine au ministère de l'Intérieur et des Affaires sociales, avec peut-être le général Martinez au secrétariat de la Sécurité intérieure, Zemmour a un ministère de la Culture élargi avec un secrétariat à l'identité française, à l'immigration et à la laïcité, un autre à l'éducation civique de la jeunesse, Marion Maréchal aux affaires étrangères avec un secrétariat aux affaires européennes avec Nicolas Bay, Gilbert Collard à la justice, un officier de réserve ou d'active au ministère de l'armée avec un secrétariat au service militaire avec le général Tauzin, Jordan Bardella comme porte-parole du gouvernement. Après l'élection, il serait souhaitable d'incorporer à ce gouvernement d'autres personnalités de différents bords avec une mission bien cadrée. Peut-être, ça serait à voir, on pourrait penser, mettons, à Yannick Jadot, au développement du solaire, notamment une mission en vue d'une implantation, après accord international, d'une zone industrio-solaire saharienne, avec secondairement végétalisation, dans le cadre notamment d'une inversion migratoire du nord vers le sud méditerranéen. Arnaud de Montebourg, dans le cadre d'une réindustrialisation d'État et de promotion de la classe ouvrière, notamment avec une prime du risque. Une commission à l'intégrité et maîtrise des dépenses publiques, notamment les salaires des élus avec François Ruffin, et enfin avec François Philippot à la santé, la maîtrise des dépenses publiques de la santé, la remise à flot de l'hôpital, le soutien à certains projets comme le pool infectieux souhaité par le professeur Raoult. Voilà pour le principe qui pourrait permettre une certaine sérénité politique au long terme, sans culte de la personnalité et ambition démesurée. En 2027, Marion Maréchal pourrait se présenter à la présidentielle, soutenue par Dupont-Aignan qui serait son Premier ministre. En 2032, Jordan Bardella ferait un très bon président, soutenu par Marion Maréchal, son Premier ministre. Avant de nous quitter, je vous rappelle le livre dont je suis l'auteur, Salomé et le Fils de la Lumière, qui vous explique donc également donc, le contexte dans lequel donc, le Messie pour les Juifs et ensuite qui deviendra le Messie pour les chrétiens est venu au monde. Donc le contexte politique, Jésus donc dans ce livre apparaissant après une recherche à la fois dans les évangiles apocryphes et dans l'œuvre de Flavius Joseph, La guerre des Juifs, comme étant probablement un descendant et prétendant royal de la dynastie hérodienne, le grand roi Hérode le Grand, comme étant un de ses arrière-petits-fils. J'ai d'ailleurs fait une vidéo intitulée à ce sujet, donc qui se réfère au livre, mais beaucoup plus sur l'aspect historique. Sommes-nous revenus au temps zéro, où là encore on peut faire une comparaison avec le Messie de cette époque-là, l'attente qu'il y avait de cette époque-là, et notre époque qui apparaît presque un petit peu messianique. Donc Zemmour qui veut sauver la France et Greta Thunberg qui, elle, veut sauver le climat. Bon, sur ce, je vous laisse. Donc ce livre, vous pouvez le commander en ligne à la FNAC, chez des sites Cultura ou Amazon ou directement sur le site des éditions Baudelaire.